Au cœur du désert de Danakil en Éthiopie, l'un des endroits les plus chauds et les plus inhospitaliers de la planète, se trouve une merveille géologique terrifiante, le volcan Ertaël. Son nom, dans la langue locale afar, signifie « montagne fumante », une description sobre pour une entité qui abrite l'un des rares lacs de lave persistants au monde. C'est une fenêtre ouverte sur les entrailles en fusion de notre planète, un chaudron de roches liquides bouillonnant à plus de 1000 degrés Celsius. En 2002, un groupe de scientifiques, étudiant cette force primordiale, a mené une expérience simple, presque désinvolte, qui allait devenir une métaphore saisissante pour l'un des plus grands défis de l'humanité. Ils ont jeté un sac d'ordures de camping, rempli de déchets organiques et de plastique, dans le lac de lave. Ce qui s'est passé ensuite a été à la fois choquant et profondément instructif. Le lac, qui semblait jusqu'alors capable d'avaler et d'anéantir n'importe quoi, a réagi avec une violence explosive. Une fontaine de lave en fusion a jailli vers le ciel, propulsée par une force invisible, démontrant avec une clarté brutale qu'un volcan n'est pas un simple incinérateur passif. Cet événement, capturé en vidéo et devenu depuis une curiosité virale sur Internet, pose une question fondamentale. Si même l'une des forces les plus destructrices de la nature ne peut pas gérer sans effort un seul sac de nos détritus, comment diable sommes-nous censés gérer les 2 milliards de tonnes de déchets que l'humanité produit chaque année? C'est une quantité si vaste qu'elle défie l'imagination. Chaque jour, nous générons suffisamment de déchets pour remplir des milliers de stades de football. C'est un torrent incessant de plastique, de papier, de métal, de nourriture et de produits chimiques qui s'écoulent de nos villes, de nos usines et de nos foyers. Pendant des décennies, une idée séduisante a persisté dans l'imaginaire collectif, une solution d'une simplicité biblique. Pourquoi ne pas simplement tout jeter dans un volcan? L'idée semble logique. Les volcans sont les incinérateurs originels de la nature, des fournaises si chaudes qu'elles peuvent réduire la matière à ses composants élémentaires. Ils semblent offrir une solution définitive, une manière de faire disparaître nos péchés de consommation dans le feu terrestre. Mais l'expérience d'Ertaël révèle une vérité plus complexe et bien plus dangereuse. Comment une idée aussi intuitivement attrayante a-t-elle pu se révéler si spectaculairement fausse? Pourquoi ne pouvons-nous pas confier nos déchets au volcan? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont nos véritables options face à cette montagne croissante de détritus? L'histoire de nos déchets est l'histoire de notre civilisation, et la recherche d'une solution est l'un des récits déterminants de notre époque. Pour comprendre la crise actuelle, il faut remonter à une époque où le concept de « déchets » tel que nous le connaissons n'existait pratiquement pas. Pendant la grande majorité de l'histoire humaine, les sociétés fonctionnaient selon un modèle circulaire presque parfait, non par choix idéologique, mais par nécessité. Les déchets étaient principalement organiques, restes de nourriture, excréments, fibres végétales. Ces matériaux étaient rapidement réintégrés dans l'environnement. Les restes de repas nourrissaient les animaux ou étaient compostés pour fertiliser les champs. Les outils étaient fabriqués à partir de bois, de pierre ou de métal, des matériaux précieux qui étaient réparés, réutilisés ou refondus, et non jetés. La notion de « jetable » était étrangère à un monde où chaque ressource était durement gagnée. La révolution industrielle a marqué le début d'une rupture fondamentale avec ce cycle. L'avènement de la production de masse a introduit de nouveaux matériaux et, surtout, une nouvelle échelle de consommation. Les villes ont commencé à gonfler, et avec elles, les tas d'ordures. Le charbon produisait des cendres en quantité industrielle. Les usines chimiques laissaient derrière elles des sous-produits toxiques, et les ménages commençaient à consommer des biens emballés. L'incident déclencheur de notre récit moderne sur les déchets et les volcans nous ramène en 2002, sur le bord du cratère de l'Ertaël. Les scientifiques présents n'étaient pas des spécialistes de la gestion des déchets. C'étaient des géologues, des volcanologues, des chercheurs dont la mission était de comprendre les mécanismes complexes du lac de lave. Ils étudiaient les courants de convection, la libération de gaz et la dynamique de la croûte de lave qui se forme, se fissure et s'enfonce continuellement à la surface. L'environnement était extrême. La chaleur rayonnante était si intense qu'elle pouvait brûler la peau exposée en quelques minutes. L'air était chargé de gaz sulfureux, piquant les yeux et la gorge. Dans ce laboratoire naturel, le groupe avait accumulé une petite quantité de déchets de campement, principalement des restes de nourriture et des emballages. La question s'est posée, que faire de ce sac? Le remporter à travers le désert était une option logistiquement contraignante. L'idée de le jeter dans le lac de lave, à quelques mètres de là, a dû sembler une expérience scientifique impromptue et fascinante. C'était une occasion unique d'observer l'interaction entre la matière organique et la roche en fusion à une échelle contrôlée. Le sac lui-même était anodin, pesant peut-être une trentaine de kilogrammes. L'un des chercheurs, équipé de vêtements de protection, s'est approché du bord et a balancé le sac dans le vide. Pendant un instant, il a semblé que la prédiction intuitive allait se réaliser. Le sac est tombé vers la surface sombre et visqueuse du lac,
Un petit objet insignifiant face à une mer de feu. Personne n'aurait pu prédire la violence de la réaction qui a suivi. Au moment où le sac a touché la lave, la physique fondamentale a pris le dessus sur les attentes. La chaleur intense, dépassant les 1000 degrés Celsius, a provoqué une transformation quasi instantanée. L'humidité contenue dans les déchets organiques et même l'air emprisonné dans le sac se sont vaporisés en une fraction de seconde. L'eau, en passant de l'état liquide à l'état de vapeur, se dilate d'un facteur d'environ 1700. Ce changement de phase explosif, connu sous le nom d'éruption phréatique, est la même force qui peut faire sauter le sommet d'une montagne lorsqu'une grande quantité d'eau souterraine entre en contact avec du magma. Même à cette petite échelle, l'effet a été stupéfiant. Une violente explosion a déchiré la croûte du lac, projetant une gerbe de lave en fusion à des dizaines de mètres dans les airs. C'était comme si le volcan avait violemment recraché l'offrande humaine. L'expérience, bien que non conçue comme un avertissement, est devenue exactement cela. Une démonstration puissante et sans équivoque des dangers de sous-estimer les forces de la nature et de la complexité cachée derrière une idée apparemment simple. Après la Seconde Guerre mondiale, l'escalade de la production de déchets est devenue exponentielle. L'essor de la pétrochimie a donné naissance à un matériau miracle, le plastique. Léger, durable, polyvalent et surtout incroyablement bon marché, le plastique a envahi tous les aspects de la vie moderne. Il a permis la création d'emballages à usage unique, d'appareils jetables et d'une culture de la commodité qui a fondamentalement modifié notre relation avec les objets. Ce qui était autrefois réparé était maintenant remplacé. Ce qui était autrefois retourné était maintenant jeté. La croissance économique mondiale a alimenté cette tendance. Des milliards de personnes sont sorties de la pauvreté et ont accédé à des modes de vie de consommation, chacun contribuant au flux mondial de déchets. La production annuelle de plastique est passée de quelques millions de tonnes dans les années 1950 à plus de 400 millions de tonnes aujourd'hui. Une grande partie de ce plastique est conçue pour n'être utilisée qu'une seule fois, pendant quelques minutes, mais elle persiste dans l'environnement pendant des siècles. Cette explosion de la production de déchets s'est accompagnée d'une expansion géographique de son impact. Au début, le problème était local. Les villes ont établi des décharges, des zones désignées où les ordures étaient simplement enfouies sous terre. Mais ces décharges sont rapidement devenues des bombes à retardement écologique. La décomposition des déchets organiques en l'absence d'oxygène produit du méthane, un gaz à effet de serre plus de 20 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Les pluies s'infiltrant à travers les couches de déchets créent un liquide toxique appelé lixivia, un cocktail de produits chimiques, de métaux lourds et de matières en décomposition qui peut contaminer les sols et les nappes phréatiques, empoisonnant les sources d'eau potable pour les générations à venir. Lorsque les décharges terrestres ont commencé à déborder, l'humanité s'est tournée vers la plus grande poubelle du monde, l'océan. Pendant des décennies, les déchets industriels, les eaux usées et les ordures ménagères ont été déversés en mer, sur la base de l'hypothèse erronée que la dilution était la solution à la pollution. Les conséquences de cette approche se sont manifestées de manière dramatique. Les courants océaniques ont rassemblé nos débris plastiques dans d'immenses vortex de déchets, le plus célèbre étant le grand vortex de déchets du Pacifique, une zone flottante de microplastiques et de débris plus gros dont la taille est estimée à 3 fois celle de la France. Ce n'est pas une île solide de déchets, mais plutôt une soupe trouble de plastique en décomposition. Les animaux marins confondent ces fragments avec de la nourriture. Les tortues de mer ingèrent des sacs en plastique qu'elles prennent pour des méduses. Les oiseaux de mer nourrissent leurs petits avec des morceaux de plastique colorés, ce qui entraîne la famine et la mort. Le plastique ne se biodégrade pas. Il se photodégrade, se fragmentant en morceaux de plus en plus petits appelés microplastiques. Ces minuscules particules ont maintenant infiltré tous les recoins de la planète, du sommet du mont Everest aux profondeurs de la fosse des Mariannes. On les trouve dans l'eau que nous buvons, le sel que nous utilisons et même l'air que nous respirons. L'impact de l'ingestion de microplastiques sur la santé humaine est encore un domaine de recherche active, mais les premières études suggèrent des risques d'inflammation, de toxicité cellulaire et de perturbations endocriniennes. La prolifération de nos déchets n'était plus un simple problème de gestion. Elle était devenue une crise environnementale et sanitaire à l'échelle planétaire, une contamination systémique de la biosphère. Face à cette crise aux proportions écrasantes, le désespoir peut facilement s'installer, ce qui rend l'idée d'une solution simple et radicale d'autant plus attrayante. C'est dans ce contexte que l'idée d'utiliser les volcans comme exutoire ultime refait surface périodiquement dans les discussions publiques et les forums en ligne. Sur le papier, la logique semble implacable. La température de la lave basaltique, comme celle d'Erta Hale ou de Kilauea à Hawaï, se situe généralement entre 1100 et 1200 degrés Celsius. C'est bien au-dessus des températures de fonctionnement des incinérateurs de déchets municipaux, qui tournent autour de 850 à 1000 degrés. Une telle chaleur devrait, en théorie, pouvoir décomposer n'importe quel déchet, y compris les plastiques les plus tenaces et les produits chimiques les plus dangereux,
en leurs atomes constitutifs. L'attrait réside dans la promesse d'une destruction totale et définitive. Pas de cendres à gérer, pas de lixivia, juste la disparition pure et simple de nos ordures. Cependant, cette vision simpliste s'effondre face à un examen rigoureux de la réalité. C'est le point de bascule de notre compréhension. Le moment où nous passons du fantasme à la science, de la solution magique à la dure réalité de la logistique, de la sécurité et de la chimie. La première barrière, et peut-être la plus insurmontable, est la logistique. Le monde produit environ 2 milliards de tonnes de déchets solides municipaux chaque année. Pour transporter cette quantité, il faudrait une flotte de camions à ordures faisant des dizaines de millions de trajets par jour. Or, les volcans adaptés à cette tâche sont extrêmement rares. La plupart des volcans ne sont pas des cratères ouverts remplis de lave. Ils sont souvent bouchés, en sommeil pendant des siècles, ou explosifs, ce qui les rend totalement inadaptés. Seuls quelques volcans dans le monde, comme Ertaël, Kloéa ou Nyiragongo au Congo, possèdent des lacs de lave accessibles. Ces sites sont, par définition, éloignés, dangereux et situés dans des environnements géologiquement instables. Construire les infrastructures nécessaires, routes, voies ferrées, téléphériques, pour acheminer ne serait-ce qu'une fraction des déchets mondiaux vers ces points serait un projet d'ingénierie d'une ampleur et d'un coût astronomique, dépassant de loin le coût de la gestion des déchets par des méthodes conventionnelles. Un hydrologue a souligné que le simple coût du carburant pour transporter les déchets de New York à Hawaï rendrait l'opération économiquement absurde avant même de considérer les autres facteurs. Ensuite, il y a la question cruciale de la sécurité, si vivement illustrée par l'expérience d'Ertaël. Le danger ne vient pas seulement de l'explosion phréatique causée par l'eau. Les déchets modernes sont un mélange complexe. Ils contiennent des poches d'air, des matériaux volatiles et des récipients sous pression comme des aérosols. Tout cela peut se dilater et exploser violemment au contact de la chaleur extrême, projetant de la lave et des roches en fusion, un phénomène que les volcanologues appellent des bombes de lave, sur des centaines de mètres. Tenter de déverser des déchets à l'échelle industrielle reviendrait à bombarder en permanence un lac de lave, créant une zone de danger imprévisible des mortels pour tout personnel ou équipement à proximité. Un géologue a résumé la situation de manière lapidaire. Essayer d'utiliser un lac de lave comme décharge, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Vous demandez une réaction violente. Mais même si l'on pouvait surmonter les obstacles logistiques et sécuritaires, le problème le plus fondamental demeure, l'impact environnemental. Jeter des déchets dans un volcan ne les fait pas disparaître. Cela ne fait que changer leur état et leur emplacement. La combustion est une réaction chimique. Brûler du plastique, qui est fabriqué à partir de pétrole, libère d'énormes quantités de dioxyde de carbone, contribuant directement au changement climatique. Pire encore, la combustion incomplète de matériaux chlorés, comme le PVC, produit des dioxines et des furanes, parmi les composés chimiques les plus toxiques jamais créés. Les volcans n'ont pas de filtre, pas de système d'épuration des gaz. Les fumées toxiques seraient libérées directement dans l'atmosphère, où elles pourraient voyager sur des milliers de kilomètres, se déposer sur les terres et les océans, et provoquer des pluies acides. Les déchets contiennent également un assortiment de métaux lourds, mercure, plomb, cadmium, provenant des piles, des appareils électroniques et des produits industriels. Ces métaux ne seraient pas détruits par la chaleur. Ils seraient simplement vaporisés et émis sous forme de particules fines, contaminant l'air et entrant dans la chaîne alimentaire. Essentiellement, utiliser les volcans transformerait un problème de déchets solides en un problème de pollution atmosphérique massive et incontrôlable. C'est l'ultime contre-plan, la prise de conscience que la solution la plus simple en apparence est en réalité la plus destructrice. Le tournant n'est pas une action, mais une compréhension. Nous ne pouvons pas nous fier à la nature pour nettoyer notre désordre. Nous devons développer nos propres solutions, plus intelligentes et plus responsables. Le rejet de l'idée du volcan a forcé les scientifiques, les ingénieurs et les décideurs politiques à se tourner vers des solutions terrestres, un processus rempli de défis et de luttes initiales. La première grande tentative de gestion des déchets à grande échelle, au-delà des simples décharges, a été l'incinération. Les premières usines d'incinération, construites à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, étaient des affaires rudimentaires. Elles réduisaient le volume des déchets, mais au prix d'une pollution atmosphérique considérable. Elles crachaient de la fumée noire, des cendres et des composés toxiques, ce qui leur a valu une réputation exécrable et une forte opposition des communautés locales. Le mouvement Pas dans ma cour, NIMBY, est né en grande partie de la résistance à l'implantation de ces incinérateurs polluants et d'autres installations de déchets. La perception du public était que ces usines ne faisaient que déplacer la pollution du sol vers l'air, empoisonnant les quartiers voisins. C'était une lutte biologique et sociale. Les communautés se battaient pour leur santé, tandis que les villes luttaient contre l'accumulation physique des ordures. Parallèlement, une autre idée commençait à germer, le recyclage.
Le concept n'était pas nouveau. La récupération de la ferraille pendant les guerres mondiales en est un exemple notable. Mais son application à l'échelle des ménages était une entreprise radicalement nouvelle. Les premiers programmes de recyclage, lancés dans les années 1970 et 1980, ont été confrontés à d'énormes défis logistiques et économiques. Il fallait mettre en place des systèmes de collecte séparés, une tâche complexe et coûteuse pour les municipalités. Les citoyens devaient être éduqués et convaincus de trier leurs déchets, un changement de comportement qui a rencontré une résistance due à l'inertie et au scepticisme. Un responsable municipal de cette époque se souvient de la frustration. Nous demandions aux gens de faire un effort supplémentaire sans garantie immédiate que cela faisait une différence. Beaucoup pensaient que tout finissait de toute façon dans le même camion. Les défis biologiques et chimiques du recyclage étaient tout aussi redoutables. Les matériaux collectés étaient souvent contaminés. Un pot de yaourt non rincé pouvait souiller tout un lot de papier. Les différents types de plastique, qui semblent tous identiques à l'œil nu, ont des compositions chimiques différentes et ne peuvent pas être fondus ensemble, ce qui nécessite des processus de tri complexes et laborieux. Initialement, une grande partie de ce tri était effectuée à la main, un travail pénible et peu attrayant. De plus, il fallait créer des marchés pour les matériaux recyclés. Le papier recyclé, le verre concassé et les granulés de plastique devaient pouvoir concurrencer les matériaux vierges en termes de coût et de qualité, ce qui n'était pas toujours le cas. Il y a eu des périodes où des montagnes de matériaux collectés pour le recyclage se sont accumulées sans acheteurs, menaçant de faire s'effondrer tout le système. C'était une période de tâtonnement, d'essais et d'erreurs, une phase de lutte où la promesse d'une économie circulaire semblait lointaine et idéaliste. Cependant, au milieu de ces difficultés, les premiers signes d'espoir ont commencé à apparaître, de petites lueurs indiquant qu'une approche plus sophistiquée était possible. Les ingénieurs ont commencé à améliorer radicalement la technologie de l'incinération. Ils ont développé des systèmes de combustion à haute température qui assuraient une destruction plus complète des déchets, et surtout, ils ont inventé des technologies de lavage des gaz de combustion. Ces épurateurs, ou scrubbers, sont des systèmes complexes qui neutralisent les polluants avant qu'ils ne soient rejetés dans l'atmosphère. Les gaz acides comme le dioxyde de soufre et le chlorure d'hydrogène étaient éliminés en les faisant passer à travers un brouillard de chaux. Les dioxines et les furanes étaient capturés par injection de charbon actif. Les filtres à particules électrostatiques utilisaient des champs électriques pour retirer les cendres volantes. Lentement mais sûrement, l'incinérateur sale se transformait en une usine de valorisation énergétique, Waste to Energy, WTE, une installation capable de transformer les déchets en électricité tout en respectant des normes d'émissions de plus en plus strictes. La première fois qu'une nouvelle usine WTE a pu démontrer que ses émissions étaient plus propres que celles d'une centrale au charbon voisine, ce fut une victoire majeure, un premier signe tangible que la technologie pouvait transformer un problème en solution. De même, les premières réussites dans le recyclage en boucle fermée, où des bouteilles en plastique étaient collectées, transformées et réapparaissaient sur les étagères des supermarchés en tant que nouvelles bouteilles, ont prouvé que le concept était viable. Ces premières victoires ont été cruciales pour maintenir l'élan et justifier les investissements continus dans l'innovation. Le point de bascule est survenu lorsque ces efforts progressifs ont commencé à s'agréger pour former un système cohérent, passant d'un progrès lent à un phénomène auto-entretenu et accéléré. Ce n'était pas un seul événement, mais une confluence d'avancées technologiques, de politiques publiques et de changements culturels. La percée la plus significative a peut-être été l'automatisation des centres de tri. Les installations modernes ressemblent moins à des entrepôts sombres qu'à des usines de haute technologie. Des systèmes de convoyeurs rapides transportent les déchets mélangés sous une série de capteurs. Des tambours rotatifs séparent les matériaux par taille. Des aimants surpuissants extraient les métaux ferreux. Des courants de Foucault repoussent l'aluminium. Mais la véritable magie réside dans les scanners optiques. Utilisant la spectroscopie proche de l'infrarouge, ces machines peuvent identifier la composition chimique exacte de chaque morceau de plastique en une milliseconde. Une fois identifié, un jet d'air comprimé précis éjecte l'article du convoyeur dans le bac approprié. Cette technologie a permis de trier les déchets avec une vitesse et une pureté impensables auparavant, rendant les matériaux recyclés beaucoup plus compétitifs. Cette percée technologique a déclenché une cascade d'effets positifs, une série de dominos écologiques et économiques qui ont commencé à tomber les uns après les autres. Avec un approvisionnement fiable en matériaux recyclés de haute qualité, les entreprises ont commencé à intégrer le contenu recyclé dans leurs produits, non pas par simple obligation morale, mais parce que cela devenait économiquement avantageux. La demande pour ces matériaux a grimpé, créant une industrie du recyclage robuste et rentable. La valorisation énergétique a également atteint sa maturité. Dans des pays comme la Suède, le Danemark et l'Allemagne, les usines WTE sont devenues des piliers de l'infrastructure urbaine. Elles traitent les déchets non recyclables,
réduisant leur volume de plus de 90% et leur masse de plus de 75%. L'énergie thermique produite chauffe des réseaux de chauffage urbains, fournissant de la chaleur à des centaines de milliers de foyers. L'électricité générée est injectée dans le réseau, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Le produit final, les cendres résiduelles, est traité pour récupérer les métaux restants, et la cendre inerte est utilisée comme matériau de construction pour les routes ou les remblais. Le système était en train de se refermer. Le retour de la végétation et de la faune dans les zones autrefois dégradées par les déchets est devenu une mesure tangible de ce succès. Les anciens sites de décharge, une fois correctement scellés et gérés, ont été transformés en parcs, en réserves naturelles et en terrains de golf. Le gaz méthane qui s'en échappait autrefois est maintenant capté par des réseaux de puits et utilisé comme source d'énergie, transformant une menace climatique en un atout. La réduction du déversement de plastique dans les rivières et les océans, bien que loin d'être complète, a commencé à montrer des signes positifs dans certaines régions où des systèmes de collecte et de traitement efficaces ont été mis en place. La qualité de l'eau s'est améliorée, permettant le retour d'écosystèmes aquatiques sensibles. Les oiseaux et les poissons ont commencé à se rétablir dans des habitats autrefois pollués. La chaîne de causalité était claire. Une meilleure gestion des déchets à la source entraînait directement une guérison de l'environnement. La grande révélation, le moment de stupéfaction pour de nombreux experts, a été de voir à quelle vitesse un système de gestion des déchets bien conçu pouvait transformer le paysage économique et écologique. Les scientifiques ont été stupéfaits par l'efficacité des nouvelles usines WTE. Des études mesurant les concentrations de polluants dans l'air autour de ces installations modernes ont souvent révélé que l'air sortant de la cheminée était plus propre que l'air ambiant de la ville environnante. Un ingénieur chimiste, après avoir examiné les données d'une nouvelle usine danoise, a simplement déclaré « C'est fait. Nous avons résolu le problème des émissions de l'incinération. La technologie est là. » Économiquement, la transformation a été tout aussi incroyable. L'industrie mondiale de la gestion des déchets est devenue un secteur de plusieurs centaines de milliards de dollars, employant des millions de personnes dans la collecte, le tri, le recyclage, le compostage et la valorisation énergétique. Ce qui était autrefois considéré comme un fardeau financier est devenu un moteur de l'innovation et de l'emploi. L'émergence du concept des « économies circulaires » a marqué l'aboutissement de cette transformation. Il ne s'agissait plus seulement de gérer les déchets, mais de les éliminer complètement en tant que concept. Dans une économie circulaire, les produits sont conçus pour être durables, réparables, et en fin de vie, entièrement démontables et recyclables. Les matériaux biologiques retournent à la terre sous forme de compost. Les matériaux techniques, métaux, plastiques, polymères, sont continuellement réutilisés dans des cycles de production en boucle fermée. Le paysage était vivant, non pas avec le feu d'un volcan, mais avec l'ingéniosité d'un système conçu par l'homme qui imitait les cycles sans déchets de la nature. La transformation était complète. L'histoire du fantasme du volcan à ordures et de la réalité de la gestion moderne des déchets a provoqué un changement de paradigme fondamental dans notre façon de penser le problème. La leçon la plus profonde, tirée de l'explosion du sac d'ordures à Ertaël, est que la nature n'est pas une solution de facilité. Ses forces, bien que puissantes, ne sont pas conçues pour résoudre les problèmes créés par l'industrie humaine. Tenter de sous-traiter notre responsabilité à un volcan, à un océan ou à un trou dans le sol est une abdication qui se retourne toujours contre nous, souvent de manière spectaculaire. La nouvelle leçon est que la responsabilité de nos déchets nous incombe entièrement. Ce changement de perspective a déplacé l'attention des solutions de fin de chaîne, comme l'élimination, vers des solutions de début de chaîne, comme la conception des produits et la réduction à la source. Les défenseurs de l'environnement et les scientifiques ne demandent plus seulement où mettons-nous les déchets, mais pourquoi produisons-nous ces déchets en premier lieu? Ce questionnement a conduit à des innovations comme les matériaux biodégradables fabriqués à partir d'amidon de maïs ou de champignons, les emballages comestibles et les modèles commerciaux basés sur le service plutôt que sur la possession, où les entreprises conservent la propriété de leurs produits et la responsabilité de leur fin de vie. Cependant, malgré ces progrès remarquables, des défis futurs importants subsistent. La production mondiale de déchets continue d'augmenter, en particulier dans les pays en développement qui s'industrialisent rapidement et adoptent des modes de vie de consommation. Mettre en place des infrastructures de gestion des déchets sophistiquées dans ces régions est un défi économique et logistique majeur. De plus, de nouveaux types de déchets complexes posent des menaces persistantes. Les déchets électroniques, ou e-waste, sont le flux de déchets qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Les smartphones, les ordinateurs portables et autres gadgets contiennent un mélange de matériaux précieux comme l'or et le cuivre, et de substances toxiques comme le plomb et le mercure, ce qui rend leur recyclage à la fois essentiel et dangereux. La menace omniprésente des microplastiques, déjà dispersés dans toute la biosphère, reste un problème non résolu.
Nettoyer ces particules microscopiques des océans et des sols est une tâche d'une complexité décourageante. La gestion des déchets à très longue durée de vie, comme les déchets nucléaires, continue également de poser des dilemmes techniques et éthiques pour lesquels nous n'avons pas encore de solution parfaite. L'histoire de la gestion des déchets sert néanmoins de modèle, un plan directeur qui peut être appliqué à d'autres défis environnementaux mondiaux. Elle démontre un cycle éprouvé, un problème initial ignoré, une crise qui force la reconnaissance, une période de lutte et d'expérimentation, une percée technologique et politique, et enfin l'établissement d'un nouveau système durable. Ce modèle offre une lueur d'espoir pour des problèmes comme le changement climatique ou la perte de biodiversité. Il nous enseigne que si l'ingéniosité humaine peut créer des problèmes d'une ampleur planétaire, cette même ingéniosité, lorsqu'elle est correctement orientée par la science, la politique et la volonté collective, est notre meilleur outil pour les résoudre. Le parcours depuis le bord flamboyant d'Ertaël jusqu'aux usines de recyclage high-tech de l'Europe du Nord est un témoignage de cette capacité de transformation. En fin de compte, la question de savoir comment gérer nos déchets est une mesure de notre maturité en tant que civilisation. Les sociétés primitives vivaient en équilibre par nécessité. Les sociétés industrielles précoces ont rompu cet équilibre par ignorance et par souci de commodité. Une société véritablement avancée est celle qui choisit consciemment de restaurer cet équilibre grâce à la connaissance et à la technologie. L'idée de jeter nos problèmes dans un volcan était une fantaisie de l'âge de l'insouciance, une tentative de trouver une solution magique à un problème bien réel. La réalité, bien que plus complexe, est aussi beaucoup plus prometteuse. Elle réside dans la conception intelligente, la consommation responsable et la création de systèmes circulaires où le concept même de déchets devient obsolète. Le feu du volcan nous a appris une leçon brutale sur l'irrespect. Le feu contrôlé de nos usines de valorisation énergétique et la créativité de nos scientifiques nous montrent la voie vers un avenir plus propre et plus civilisé. C'est un chemin que nous construisons non pas en nous appuyant sur les forces aveugles de la nature, mais en assumant pleinement la responsabilité de notre place en son sein.